Ils sont partout, mais invisibles. Leurs symboles décorent nos billets, nos monuments, et même les logos des plus grandes entreprises. Et pourtant, ils n'ont jamais officiellement existé. Du moins, pas comme on l'imagine. Illuminati et francs-maçons, deux noms chargés de mystère, de peur, de fascination. Deux sociétés secrètes qui auraient, selon certains, influencé les révolutions, infiltré les élites et façonné le monde moderne. Ont-ils réellement collaboré? Sont-ils ennemis? Ou exécutent-ils ensemble un plan vieux de plusieurs siècles? Dans le silence des loges et l'ombre des puissants, pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut remonter loin, très loin, à une époque où les mots liberté, égalité et raison commençaient tout juste à ébranler les trônes d'Europe. Nous sommes en Bavière, en 1776. Un professeur de droit canonique, Adam Weishaupt, fonde un groupe discret, les perfectibilistes. Leur but? Abattre l'ordre établi, remplacer la monarchie et l'Église par un règne fondé sur la science, la logique et l'humanisme. Ce groupe deviendra bientôt les Illuminati. Leur nom fait déjà trembler, mais leur organisation était d'une rigueur implacable. Hiérarchie secrète, pseudonyme, correspondance codée, infiltration méthodique des cercles influents. Très vite, les Illuminati infiltrent les loges maçonniques allemandes. Et c'est là que l'histoire dérape. Car les francs-maçons, eux, existent depuis bien plus longtemps. La franc-maçonnerie, dans sa forme spéculative moderne, émerge au XVIIe siècle. Officiellement, elle descend des guildes de bâtisseurs médiévaux. Mais ces symboles, l'équerre, le compas, l'œil qui voit tout, semblent remonter à des cultes encore plus anciens, égyptiens, grecs, templiers. La maçonnerie se présente comme un réseau d'hommes éclairés, unis par la quête de vérité et la construction d'un monde meilleur. Mais derrière les rituels initiatiques et les mots codés, se cache une puissance politique redoutable. À Londres, à Paris, à Philadelphie, les loges deviennent des lieux de débat, de subversion, d'alliance. Les pères fondateurs des États-Unis, presque tous francs-maçons. George Washington lui-même portait l'écharpe maçonnique. La Révolution française, nourrie dans les loges. Et si les idées des Lumières ont renversé les rois, c'est souvent sous l'œil attentif de la maçonnerie. Alors, où s'arrêtent les francs-maçons et où commencent les Illuminati? C'est là que l'intrigue s'épaissit. Les Illuminati, bien qu'interdits dès 1785 par le gouvernement bavarois, semblent avoir continué à opérer dans l'ombre. Ils auraient infiltré non seulement des loges maçonniques, mais aussi des institutions politiques, des académies et même des ordres religieux. Certains affirment qu'ils auraient établi une structure clandestine, dissimulée dans les réseaux maçonniques, contrôlant secrètement les décisions majeures de l'histoire. Complot? Fiction? Ou vérité soigneusement dissimulée? Prenons l'exemple des symboles. Le célèbre œil dans la pyramide, visible sur le billet d'$1 américain, est attribué tantôt aux francs-maçons, tantôt aux Illuminati. Il représente la vigilance divine ou le regard constant d'un pouvoir invisible. Le compas et l'équerre? Emblems mechanics. Mais pourquoi retrouve-t-on ces formes dans les architectures des grandes institutions politiques et économiques? Plus troublant encore, certaines sources prétendent que l'unification européenne, les réformes monétaires mondiales, voire les grandes guerres du XXe siècle auraient été planifiées par ces sociétés. Le tout dans une logique d'ingénierie sociale, de contrôle progressif. Mais si les Illuminati et les francs-maçons sont si puissants, pourquoi n'agissent-ils pas au grand jour? Pourquoi ces masques, ces loges, ces serments de silence? Parce que leur méthode est subtile. Il ne s'agit pas de gouverner. Il s'agit d'influencer, de distiller des idées, de changer la perception du monde. Et là, les deux sociétés se rejoignent. Car Illuminati et maçons partagent plusieurs idéaux. Le rejet du fanatisme, la défense du savoir, la transformation de l'humanité. Mais leurs moyens diffèrent. Les maçons agissent à visage couvert, mais avec un vernis de légitimité. Les Illuminati, eux, seraient les stratèges de l'ombre, les maîtres du chaos nécessaire. Et si tout cela n'était que mythe? Un tissu de légendes modernes, fabriqué par des esprits en quête d'explication au désordre du monde? C'est ce que veulent nous faire croire les sceptiques. Pourtant, des documents fuités, des correspondances secrètes, des témoignages d'initiés alimentent une autre vision, celle d'un plan à long terme. D'une stratégie de plusieurs siècles pour remodeler l'humanité. Un plan qui utiliserait les révolutions comme catalyseur, les crises comme levier, les institutions comme marionnettes, et les peuples comme simples pions. Les grandes révolutions de l'histoire sont-elles vraiment spontanées? La chute de la monarchie française, l'indépendance américaine, la montée des technocraties européennes. Sont-ce des fruits du hasard? Ou les étapes d'un scénario écrit à l'avance?
Certains vont encore plus loin. Selon eux, les deux sociétés auraient été en rivalité pendant un temps. Les francs-maçons, plus modérés, auraient cherché à réformer le monde dans la continuité. Les Illuminati, eux, auraient voulu l'abattre pour le reconstruire à zéro. Mais cette opposition aurait évolué. Face à la résistance des systèmes en place, un pacte aurait été conclu. Une fusion discrète. Et aujourd'hui, ils œuvreraient ensemble. Le Conseil des 33, le groupe Bilderberg, La Trilaterale, des noms qui reviennent souvent dans les récits conspirationnistes et qui pourraient être les manifestations modernes de ce partenariat secret. Des lieux où l'on décide du destin du monde loin du regard des peuples. Mais attention, le danger n'est pas seulement politique, il est symbolique. Les sociétés secrètes, à travers leurs rites, leurs codes, leurs symboles, manipulent l'inconscient collectif. Elles plantent des idées, façonnent des archétypes, orientent les désirs. Elles ne disent pas quoi penser. Elles montrent comment penser. Et c'est là leur plus grande force. Car pendant que les foules regardent les écrans, débattent de la politique du moment ou s'affrontent sur des détails, ceux qui comprennent les rouages invisibles tirent les ficelles. Alors, les Illuminati et les francs-maçons sont-ils les maîtres du monde? Peut-être pas de façon directe. Mais leur influence, subtile, diffuse, patiente, est incontestable. Et c'est précisément cette discrétion qui leur donne une puissance que les armées et les gouvernements n'auront jamais. Mais une question demeure. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce besoin d'agir dans l'ombre? Certains initiés affirment qu'il s'agit d'une exigence spirituelle, que la vérité ne peut être donnée à tous, qu'elle doit être méritée, conquise, découverte, que révéler les plans serait en détruire la magie. D'autres, plus cyniques, y voient la preuve d'un contrôle savamment orchestré. Moins les peuples savent, plus ils sont malléables. Alors, mythe ou réalité? Vérités occultées ou fantasmes collectifs? Il ne nous appartient pas ici d'imposer une réponse, mais de poser les bonnes questions. Et si ces deux sociétés n'étaient que les branches visibles d'un arbre bien plus ancien? Une tradition ésotérique remontant à Babylone, à l'Égypte, à l'Atlantide peut-être? Une lignée de savoir gardée à l'écart, pour une raison que nous ne sommes pas prêts à entendre? Et si ce que nous appelons ce complot n'était que le nom donné à une logique que notre monde moderne a désapprise? Celle de l'initiation, du secret, du temps long? Une chose est sûre, là où il y a silence, il y a pouvoir. Et ceux qui maîtrisent le silence règnent sur le bruit du monde.